essayer d'innover un petit peu dans ce milieu de l'édition en créant cette chaîne YouTube. Voilà, pour nous, c'est important. À chaque fois qu'on sort un film, c'est quelque chose qui nous plaît, c'est qu'un film qu'on a envie de défendre, une œuvre de réalisateur, de réalisatrice. Et on a envie de les accompagner au plus près et avec vous. Donc à chaque fois, on se met un peu, on va dire, en scène. Oui, c'est vrai. Avec un petit décalage, un peu d'humour en tout cas. Donc il y a plusieurs playlists. Il y a la playlist Pourquoi on aime, c'est-à-dire que pour chaque sortie, on va vous faire une petite vidéo qui explique pourquoi on a choisi ce film, pourquoi on l'aime et pourquoi on souhaite vous le faire découvrir. Ensuite, on a les unboxings. Mais oui, qui permet de découvrir le packaging, le produit. Parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est de vous proposer non pas juste le film, mais aussi de proposer un écrin avec des bonus, quelque chose d'original, quelque chose qui vous donne envie, quelque chose qui donne vie au film, et non pas juste un petit fichier numérique perdu. Et enfin, on vous propose de nous suivre un peu dans toutes nos aventures quand on va en festival ou qu'on organise des événements spéciaux. On vous emmène partout avec nous. C'est important pour que vous puissiez aussi comprendre un peu comment fonctionne ce métier. Notre métier, finalement, c'est de chercher les films. Est-ce que vous pouvez simplement et nous présenter votre activité? Ok, alors moi je m'appelle Karine Bach. J'ai tout le temps travaillé dans l'édition vidéo en fait, avant dans la société Bach-Film BACH pendant 10 ans, donc déjà grand défenseur des films d'horreur. Je travaillais avec Patrice, c'est là qu'on s'est rencontrés, on a travaillé 10 ans ensemble. Et on a décidé de lancer notre propre société d'édition, Extra Lucide Film, il y a 3 ans. En 3 ans, on a édité à peu près une trentaine de films, pas que des films d'horreur. On a 2 collections. On a une collection extra culte qui représente le cinéma de genre, horreur, fantastique, science-fiction des années 70, 80, 90. Et on a la collection Extra Monde qui défend plutôt des films plus indépendants, des films d'auteur, un petit peu plus contemporains, du monde entier et dans tous les genres. Je suis Patrice. Je travaille avec Karine Bach. J'ai commencé il y a bien longtemps. J'entre dans la saison des dinosaures. J'ai commencé avec Jean-Pierre Dionnet pendant 7 ans. Après, j'ai enchaîné avec Bach-Film pendant 14 ans. Moi, je suis bien parlé par 7 en fait. Et donc après, on a dit avec Karine qu'il était temps un peu de lancer notre propre structure et d'avoir nos propres choix et notre ligne éditoriale qui nous sied le plus. Donc voilà, je pense que c'était la suite normale du cheminement de la vie dans le domaine du cinéma, de la vidéo, enfin en tout cas des programmes qu'on a envie de défendre. En fait, vous y avez déjà un petit peu répondu. Mais pourquoi avoir choisi l'horreur et qu'est-ce qui vous a mené à cette activité au tout début, au départ, vraiment? Moi, Vas-y. Pour une raison très simple, c'est que j'ai toujours été élevée dans le cinéma, dans le milieu du cinéma. Mon père, Olivier Bach, donc, qui est le patron de Bach Film, c'était assez naturel que quand j'ai commencé après le bac à choisir mon orientation d'études, j'ai fait des études de cinéma et après j'ai travaillé pour lui. Voilà, c'était vraiment un cheminement naturel et ce métier m'a tellement passionnée que avec Patrice, on continue là-dedans. Comme disait Karine, on parle de cinéma d'horreur, mais la ligne éditoriale d'Extra Lucide, ce n'est pas que l'horreur. Ça, on veut vraiment en reparler. Donc, il y a vraiment une collection Extra Monde. On n'a pas envie d'être dans une catégorie. Quand on aime le cinéma, on aime les cinémas. Et on avait envie un peu de s'affranchir de tout ça et d'essayer de mettre en lumière des réalisatrices, des réalisateurs contemporains, du cinéma un peu plus classique, des films venant du monde entier. On a sorti des films russes, pardon. Récemment, le film kazakh. Voilà, on essaye d'aller un peu au-delà de nos frontières, au-delà des genres et de se mettre parfois aussi un peu plus en difficulté en défendant des auteurs qui nous tiennent à cœur.
c'est pas facile. Le cinéma de genre est vraiment porté, effectivement, il y a des fans, ils sont là, et ils le font savoir, et tant mieux. Mais pour le cinéma contemporain et mondial, c'est un peu plus compliqué, et c'est pour ça qu'on reste aussi dans ce domaine, parce qu'il a besoin d'être soutenu. Du coup, merci à vous, parce que c'est vrai qu'il y a des films, on découvre, on les redécouvre, et je pense qu'avec, malheureusement, s'il y avait personne comme vous, on n'aurait sûrement aucune chance de savoir ne serait-ce qu'ils existent, d'ailleurs, au passage. Le sujet a-t-il posé problème vis-à-vis des regards extérieurs, que ce soit les clients, votre famille, vos proches, vos amis? Du coup, moi. Oui, du coup, à niveau famille, ça va être plus simple. Voilà. Du côté de mon père, oui, c'est simple, mais c'est vrai que le reste de ma famille ou des amis ou des gens que je rencontre, quand on me demande ce que je fais dans la vie, et je réponds, et je fais de l'édition vidéo, je sors des films en Blu-ray. Ah bon, ça se vend encore, mais je savais pas que ça existait, en quoi ça consiste. C'est comme les éditeurs de livres, en fait. Voilà, si vous voulez voir des films, il faut bien les sortir, il faut les éditorialiser, faire des bonus, acheter les droits, négocier, gérer la fabrication. Enfin, vraiment, on s'aperçoit que aux yeux du grand public, c'est pas un métier très très clair pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est un domaine un petit peu flou quand même. Exactement, c'est un métier un peu, parfois on a l'impression has-been, alors qu'au contraire, il y a un regain d'intérêt justement avec tous ces films qui sont remasterisés en 2K, en 4K, avec les coffrets, avec l'éditorialisation, comme dit Karine. Il y a vraiment un nouvel essor, je trouve, en tout cas, dans ce domaine, et c'est très intéressant. Donc, il y a peut-être un côté has-been quand on était encore au DVD, effectivement, où il y avait plein de copies qui étaient. Quand on ressort des DVD qu'on a achetés il y a une certaine époque, on regarde les copies, des fois on se dit waouh, c'était un peu chaud quand même. Avec juste le plastique, machin, enfin, des fois tout le monde s'en foutait des masters, enfin, certains éditeurs. Et du coup, là, il y a vraiment on sent un vrai amour aussi pour le cinéma, un vrai amour pour les films. Et je pense que ça contribue fortement aussi à asseoir des réalisateurs, des époques, des genres. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec le giallo, hein, sans certains éditeurs, personne n'en parlerait, quoi. Cet engouement, d'ailleurs, pour le giallo, c'est... En 3 ans, je crois qu'on a eu presque tout ce qui était possible dans ce domaine. Tout le monde enfin, presque, du coup, tout le monde s'y est mis, et ça fait une vague. On peut surfer dessus. Est-ce que vous pensez que votre activité puisse être ambassadrice justement auprès d'une population plus néophyte? Oui, on fait tout pour. En tout cas, là, dimanche dernier, il y avait le salon des éditeurs DVD à Lyon, dans le cadre du festival Lyon Lumière. On avait un stand, il y avait une dizaine d'éditeurs présents pour présenter notre travail. Et il y a plus de 1000 personnes, je crois 1400 personnes qui sont venues au cours de la journée pour discuter avec nous, pour acheter des films. Et j'ai participé aussi à une discussion ouverte au public et à la presse. Le sujet, c'était l'édition DVD, l'édition physique, un avenir collector. On a discuté vraiment de l'enrichissement de nos éditions, comment faire pour les rendre attractives et justement ouvertes à un plus large public, comment expliquer pourquoi on a choisi ces films et les recontextualiser grâce aux bonus et tout ça. J'étais avec Vincent-Paul Boncourt de Carlotta, Sylvain Perret de Gaumont Vidéo et Hugues Pesson de l'Atelier d'Images, et c'était vraiment très intéressant comme conversation. Mais quand on parle aux gens de cinéma, quand on leur montre, ils sont super contents en fait. Ils sont bouffés eux-mêmes par les plateformes, tout ça, mais il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de lien, ils sont perdus souvent. Et dès qu'on peut rencontrer le public, en fait, le public est intéressé. Il faut juste que le public sache que ça existe encore. Il faut juste pouvoir créer des liens avec lui. Mais sinon, il y a vraiment quelque chose à faire, et les gens ne sont pas idiots, quoi. C'est ça. C'est plutôt réconfortant de savoir qu'ils ne sont pas idiots. Mais ouais, non, je veux dire, le monde dans lequel on vit fait qu'on veut, voilà, on veut enlever l'écriture cursive, tout ça. On a l'impression qu'il faut tout simplifier parce que les gens peuvent rien apprendre, parce que les gens sont curieux. Mais c'est faux, les gens, ils sont super curieux en fait. Quand on leur montre des choses, ils sont curieux. Quand il y a une projection dans un cinéma et qu'il y a quelqu'un qui intervient, ils viennent, ils sont contents de partager, ils sont contents d'apprendre, ils sont contents d'échanger.
Et là, à Lyon, et c'est super, c'est une belle fête, entre guillemets. Après, ce qu'on essaye de dire aussi, c'est que les modes de consommation, entre guillemets, sont pas les mêmes. Enfin, c'est pas le même public qui est visé entre les plateformes de SVOD comme Shadows, Filmo TV, qui sont quand même bien ciblées. Ouais. Et les personnes qui achètent du support physique, c'est pas vraiment le même public qui est visé. Nous, en physique, on s'adresse à des collectionneurs, à des cinéphiles qui ont envie d'avoir l'objet chez eux. Les plateformes de SVOD, ça permet de découvrir plein de films aussi, de consommer, j'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est un peu ça, voilà, beaucoup de volume. Et c'est pas impossible que des gens découvrent des films en SVOD et après achètent l'édition parce qu'ils ont aimé le film. Voilà, on veut pas affronter les deux supports ou les deux modes de vision des films, quoi. Ça se complète, où on vit en parallèle. Voilà, il y a pas. Je suis assez d'accord parce que voilà, la SVOD ne nuit pas tant que ça au support physique. Voilà. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que je fais. Je vois les films. Il y a des films que je découvre sur Shadow ou sur autre. Et après, je dis à Valentin, trouve-le-moi en physique, s'il te plaît. Voilà. Donc, bon. Alors, et justement, moi, c'est là que je veux pas créer une polémique. Bon, c'est déjà fait, c'est pas grave. Mais c'est là que je soutiens des plateformes comme Shadow qui ont des exclusivités, mais qui ne condamnent pas les sorties physiques pour autant. Ce que je reproche d'ailleurs à Netflix, c'est qu'on a des exclus, mais chez nous, on verra jamais une sortie physique française, en tout cas. Et je pleure. Je me mettrai avec ma petite pancarte en disant « Arrêtez, pensez à nous les collectionneurs, on est plus nombreux que vous croyez !» Ouais, mais ils savent pas faire. C'est comme Amazon Prime, en fait, ils ont tous les droits et juridiquement parlant, en fait, ça les intéresse pas de faire un contrat de cession de droits vidéo. Ça leur coûte trop d'argent de mobiliser en fait des juristes, des je sais pas qui rédigent les contrats. Nous, avec Shadows, on a sorti 2 films, Sweetie, You Won't Believe It et My Heart Can't Beat Unless You Tell It To. On avait flashé sur ces films, c'est Shadows qui les a achetés avant nous. On a fait un partenariat avec eux pour la sortie vidéo et ça s'est très bien passé. Pourquoi tout le monde ne fait pas comme ça? Parce que c'est des petits humains à qui on peut écrire un mail et qui répondent. C'est ça. Puis Amazon, ça fait un peu plus l'apocalypse pour finir parce que c'est une plateforme de vente. Alors vendez-les physiquement. Je vais m'en remettre, désolé. Je vais m'en remettre. Vas-y, raccroche-toi. Alors, de quelle source, film, BD, animation ou autre, vous puisez votre inspiration? Moi, je dirais plutôt pour vous, parce que c'est quand même un univers particulier que vous avez, c'est comment trouvez-vous les films? Comment est-ce que vous pensez à ces films comme tout à l'heure, un film russe, peut-être dont personne n'a jamais entendu parler, en tout cas au sens du grand public, etc. Comment vous trouvez ces films, en fait? Y a beaucoup de films. Bon, j'avoue, c'est Patrice qui connaît plus les films que moi, les films de genre, tout ça des années 70-80. Moi, je les découvre beaucoup en même temps. Donc, soit il y a des gros catalogues, donc on les connaît. Et suffit de piocher dedans et après, tout est une histoire de négociation de droits. Soit il y a des films, pour les films plus récents, on les découvre en festival ou principalement en festival. Et là, faut chercher l'ayant droit et tout ça. Voilà, c'est un mélange de connaissances et de découvertes. D'accord. Tout à fait. Après, c'est notre culture à tous les deux, notre background, comme on dit. C'est à force des fois, on lit des livres de cinéma, il y aura un article, un auteur va parler d'un film improbable qu'il faut voir. C'est aussi rencontrer les gens, les amis, les fans comme vous, les gens du métier. On discute. Ah, tiens, j'ai découvert ça l'autre jour. Tiens, j'ai lu, on m'a dit ceci, cela. C'est en se replongeant dans les vieilles revues aussi où on déniche un peu des titres qui nous paraissent, qui peuvent paraître intéressants. En fait, c'est tout un amas d'informations, de culture et dans laquelle on se berce et on se fond. Et à partir de là, ça crée des envies. On dit, tiens, on note, on a des listes avec des centaines de films. Ah, tiens, ça serait bien. Et un jour,
des fois, les étoiles se rejoignent et des fois, il y a un film qui ressort, là, comme récemment. Il y a un film que j'avais vu il y a plus de 20 ans. C'était Condenados a Vivir, un film espagnol, un western assez sanglant. Aucune édition, rien. Les droits étaient un peu disparus. Il n'y a surtout pas de matériel. Et là, par le hasard, à Lyon, au stand espagnol, il y avait un flyer comme quoi le film venait d'être restauré. Enfin, la version en tout cas espagnole. Et que la version maintenant uncut gore sera restaurée cette année. Voilà, donc là, c'était complètement improbable, mais ouais, des choses qui ressurgissent aussi comme ça. Et après, effectivement, on fait beaucoup de sourcing. Donc, on essaye de retrouver les ayants droit, les producteurs, mais des fois, c'est difficile quand le réalisateur est mort, quand les producteurs sont morts, pardon. Il faut vraiment remonter un peu la chaîne des droits. Donc, on fait un peu les Sherlock Holmes avec Karine. Des fois, ça peut prendre des années. Oui. Mais des fois, c'est plus simple. Enfin, voilà, il y a plein d'histoires à raconter, il y a plein de cas différents. C'est ça aussi qui fait la passion du métier. Et puis il y a les restaurations, comme tu dis, Patrice, on est aussi très à l'affût des films qui sont déjà sortis en VHS ou DVD, mais qui ont été restaurés en HD, en 4K. Et là, voilà, c'est l'occasion de refaire une belle édition Blu-ray ou UHD quand le matériel le permet. On a d'ailleurs pu voir ça dans vos dernières petites pépites, puisque c'est vrai que Pumpkinhead ou Tic Attack, c'est des films cultes. Bon, l'un plus que l'autre, mais ça reste des gros classiques pour nous. Et c'est vrai qu'on avait eu une édition DVD que j'ai encore, et qu'on se disait, c'est à quand une belle édition? Et du coup, on a vu ça, et puis clairement... Qui aurait imaginé, je reprends, qui aurait imaginé il y a quelques années que quelqu'un sortirait Tix en UHD quand même? Moi, je garde espoir. T'es toujours plein d'espoir. Moi, je suis l'éternel utopiste. Il faut des rêveurs. Il en faut. Je rêve. Donc voilà, ça colle très bien. Mais c'est pour ça. Rassurez-vous, on rêve aussi. J'espère. Il ne faut jamais cesser de rêver. Ah bah ça va être plus compliqué. Bon. Oui, alors là, c'est la question bateau qui énerve toujours, mais on aime bien la poser quand même. Hein, parce qu'on aime énerver les gens. Non, c'est pas qu'on aime énerver les gens, mais souvent les réponses Karine, alors. sont hyper intéressantes. Tout simplement, quand on vous dit cinéma d'horreur, le premier film qui vous vient à l'esprit, et c'est très compliqué, surtout pour vous, j'imagine. Vous avez droit à plusieurs, hein, mais quelque chose qui serait même lié à un souvenir, quelque chose qui vous tient peut-être plus à cœur, tout simplement. Moi, je crois qu'un des premiers souvenirs que j'ai de films d'horreur vus avec mon père, c'est L'Exorciste. Voilà, qui m'avait fait beaucoup rire, en fait. D'accord. Je crois que, ouais, si je réfléchis, c'est le premier film. Après, il m'avait beaucoup parlé d'Amityville, que ça l'avait traumatisé, tout ça. Et moi, quand je l'avais vu, je crois que je m'étais endormie. Je n'avais pas trouvé ça... Voilà. Et puis, pour l'anecdote, après, à Backfilm, plus tard, on a ressorti le coffret Amityville avec le 1, 2, 3, 5, je crois bien. Oh oui, au moins. Voilà. Moi, je crois que mon grand souvenir, quand j'ai découvert le cinéma d'horreur, c'était chez un ami. Il m'avait montré L'au-delà de Lucio Fulci. Et là, ça a été la déflagration, le choc. Et là, je me suis dit, ah, j'aime ça. Quelques amis ou connaissances qui me parlent d'italien, et à chaque fois, c'est Lucio Fulci. Dans les plus vieux souvenirs, dans les premiers souvenirs, c'est vraiment Lucio Fulci qui revient. C'est comme Loïc. Hop là. Vas-y. Excusez-moi, je deviens myope avec l'âge. C'est déjà mieux. Bah, encore pire. Votre vision dans l'horreur, au niveau de votre activité, vous semble-t-elle avoir changé avec le temps? Ou est-ce que vous pensez que c'est c'est l'intérêt des gens qui a pu changer vis-à-vis de ce courant-là? Ce qu'on constate dans la vidéo, c'est que l'horreur, ou en tout cas le cinéma de genre, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est ce qui se vend le mieux. C'est ce qui fait réagir le plus les gens sur les réseaux sociaux. En termes de vente Internet, sur notre site ou le site de la Fnac.com et tout ça, les meilleures ventes, c'est systématiquement des films d'horreur ou fantastiques. Les films qu'on sort de l'autre collection Extramonde, ils s'écoulent mieux en magasin.
tout ça, mais moins quand même. Enfin, l'horreur, le genre, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est ce qui a le plus de public. Mais par ailleurs, il est vrai que le cinéma de genre et d'horreur s'est quand même démocratisé depuis une quinzaine d'années. Dans les années 70 et 80, quand on regarde la presse, même généraliste, enfin, le cinéma d'horreur était quand même assez honni. Je me rappelle de critiques virulentes sur des films de Tobe Hooper ou d'autres, ou même de John Carpenter. Enfin, ils étaient vraiment, c'était la honte de regarder ça. Enfin, fallait être décérébré. Et je pense qu'il y a eu un grand travail de fait par les amoureux du genre, par un nouvel essor, en tout cas, de journalistes qui se sont intéressés, en tout cas, à faire à remettre un peu ce cinéma au premier plan. Et les choses ont vraiment évolué aujourd'hui. Enfin, maintenant, on fait des hommages partout à tous ces grands auteurs qu'on défend depuis très très longtemps et qu'on aime depuis très très longtemps. Mais n'oublions pas quand même une presse quand même qui a été assez virulente contre ce genre. C'est vrai qu'on y pense que c'est assez triste que beaucoup de ces grands réalisateurs, au final, ont connu le plus grand de leur succès après leur mort, du coup. C'est vrai. Mais là, Il a fallu attendre les années 90, voire 2000, pour commencer à découvrir un peu l'œuvre de l'artiste. Mais avant, c'était il était enfin, personne n'en parlait, quoi. Ou alors c'était médiocre, mauvais. La critique est si facile. C'est vrai que j'ai un peu les mêmes souvenirs du haut de mes bientôt 50 ans. Quand j'étais gosse et qu'on disait qu'on aimait l'horreur avec mes frères et tout le monde me regardait genre « Ah là là, mais quelle bande de dégénérés !» Ok. Mais c'est vrai que ça passait pas. C'était comme ça passait pas. C'était pas quelque chose qu'il fallait dire en public. Donc c'était quand même assez... Quand je vois maintenant les gosses qui justement, pour se faire bien voir, commencent par dire qu'ils regardent l'horreur, même si c'est pas vrai, ça me fait rire. Je trouve ça assez édifiant sur les changements de mentalité, en fait. Mais c'est vrai, on a quand même été dans un pays très cartésien, catholique et autres, et du coup, tout ce qui était horrible de genre ou décadent a souvent été mal vu, en tout cas, par le grand public. Ouais, on est les éternels incompris. Et pourtant, heureusement, maintenant, les choses changent et on s'aperçoit, quand on regarde un film, il y a souvent un contexte social intéressant, il y a souvent une critique du système. Et voilà, du coup, le cinéma de genre et d'horreur, moi, je pense, fait justement réfléchir si on sait lire entre les lignes. Je suis assez d'accord. Et puis, le cinéma de genre, c'est la réflexion. Oui, c'est vrai. Et puis l'avantage de l'horreur pour moi, c'est que l'horreur et le fantastique en général, c'est que c'est un des rares genres cinématographiques, je m'avance peut-être, mais qui peut se marier avec tous les autres. On peut voir un western, une comédie, une romance, qui s'associe au cinéma de genre. Ça se marie avec tout. C'est vrai. Ça fait des beaux mariages. Oui. Ça fait des beaux mariages. Oui, tout à fait. Comme diraient beaucoup, des mariages contre nature, mais des beaux mariages. C'est propre au genre en même temps. C'est ça. Ah oui, alors comment voyez-vous l'évolution de votre activité dans le futur? Est-ce que vous la voyez, est-ce que vous désirez déjà la faire évoluer autrement? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a comme on vient de le dire, pour le cinéma de genre qui a été fustigé il y a 20 ans et qui tout à coup devient maintenant quelque chose de populaire, oui. Le mot n'est pas péjoratif. Est-ce que vous voyez une évolution différente dans le futur pour votre activité? C'est vrai que l'activité d'éditeur vidéo, elle a connu un déclin. Ça marchait avec le DVD, l'arrivée du DVD, tout ça, au début des années 2000, ça cartonnait. Là, quand on fait un bon tirage, enfin, on presse nos exemplaires à 1000 ou 1500 exemplaires maximum. Et c'est un carton quand on en vend 1000, quoi. Voilà, donc le marché, c'est considérablement restreint, mais il existe toujours. Et on y croit, et c'est pour ça qu'on continue et qu'on fait des belles éditions. C'est aussi pour ça qu'on essaye de faire des éditions vraiment qualitatives pour continuer à capter ce public-là. Et voilà, on est conscient que c'est un marché de niche, mais il existe et on a confiance en lui pour que la nouvelle génération
continuent d'acheter des Blu-ray. Alors, il est vrai par ailleurs que notre métier n'est pas juste éditeur. À côté, on achète aussi, on est toujours dans l'acquisition, donc on achète aussi des droits de films que l'on revend à certaines chaînes de télévision. C'est ça aussi qui nous permet de vivre, c'est ça aussi qui nous permet de réinvestir. C'est des films qu'on ne sort pas forcément en vidéo par la suite, mais là aussi, il y a tout un travail d'investigation, de recherche qui correspond, qui correspond à la recherche de droits vidéo. Sauf que là, on va acheter des droits de films récents. Et donc, voilà, on s'intéresse aussi à tout ce qui est en post-production, tout ce qui est présenté dans les festivals pour essayer d'en acquérir les droits et de pouvoir les vendre à la télé ou parfois les sortir conjointement en vidéo. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on développe parce qu'on essaie aussi de préparer l'avenir et d'avoir les ressources nécessaires, en tout cas, pour pouvoir poursuivre notre métier. N'arrêtez pas, nous nous battrons pour vous. N'arrêtez pas. Il y a une niche là, rien que là. Elle est là, la niche. Il y a un exemple frappant, Karine peut en parler, c'est Draculiche, par exemple, où on a acheté les multidroits. Et là, ça montre vraiment l'ampleur du métier. Je te laisse expliquer si tu veux le Draculiche. Oui, il y a un film, une comédie horrifique hongroise, Camarade Dracula, qui était passé au PIF l'année dernière. On a acheté les droits car on a vendu le film sur Ciné+. On a acheté tous les droits. Pour une diffusion sur Ciné+, d'un film récent, on doit faire un doublage français. Donc, on a fait doubler le film en français et le doublage est vraiment excellent. Mais la version originale aussi est très très bien. Et vu qu'on a adoré le film, ça c'est un film qu'on va sortir en Blu-ray après par la suite. Voilà. Début d'année prochaine. Yeshikota. Là, vous avez devancé notre prochaine question qui était: est-ce que vous avez une actualité dans un court ou moyen terme, on va dire? Oui, chérie, c'est bien. Est-ce que vous avez donc une autre actualité éventuellement que vous voudriez nous parler, dont vous voudriez nous parler, dont vous pourriez aussi nous parler, voilà. Pour rester dans le cinéma d'horreur, et on parlait des réalisateurs qui ne sont pas réhabilités en temps voulu, il y a quand même eu une super rétrospective Dario Argento à la Cinémathèque au mois de juillet. Et donc, en partenariat avec la Cinémathèque, on va éditer Trauma de Dario Argento. Donc, sa période américaine, les années 90. Mais moi, c'est un film vraiment que j'affectionne beaucoup. C'est un mélange giallo-thriller un petit peu, mais il est vraiment super chouette et on fait une très très belle édition. On a été rencontrer Dario Argento à Rome le mois dernier pour faire une interview spéciale pour ce bonus. Ça sera un très beau coffret rigide avec 2 Blu-ray et un livret avec plein de textes qu'on a regroupés, des photos inédites. Voilà, belle sortie de fin d'année pour Noël. Ah oui, là, belle sortie, effectivement. J'en connais un qui a déjà trouvé son cadeau de Noël. C'est clair. Le but premier de cette interview est que je fasse une attaque en live. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'interview qui fait plaisir. C'est mortel. C'est celle qui fait plaisir, c'est sûr. Non, écoutez... reste parmi nous. J'essaye. J'ai du mal, mais... Allez, tu t'en mais il est d'une indélicatesse. Bonjour Karine. Bonjour Patrice. Je suis un pays insulaire. Le Japon. Non, mais je vais te donner d'autres indices complémentaires. Je fais 102 000 km², soit 1/5 de la France. D'accord. J'ai à peu près sur mes terres 276 000 habitants. J'ai beaucoup de poissons et pas mal de moutons, mais aussi des volcans. J'ai un peu froid car je suis dans le nord. Mais qui suis-je? Je dirais l'Islande. Et tu dis bien. Ouais. Qu'est-ce que je gagne? Tu gagnes un super film qui s'appelle Cop Secret. Tu auras le coffret, le combo DVD Blu-ray. À tous les véhicules, un
braquage de banque vient d'avoir lieu à Borgartoun. Le suspect semble se diriger vers l'autoroute. Cop Secret, c'est un super film qu'on a découvert au marché du film de Berlin l'année dernière. Et depuis, le film a fait quand même le tour des festivals et il a été en compétition officielle à Locarno. C'est un peu ça qui l'a propulsé sur la scène internationale. Et il a aussi été au BIF à Bruxelles. Mais de quoi ça parle? Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis flic. Il n'y a que ça qui compte. Boussy, qui est un super flic de Reykjavik, doit mener une enquête un petit peu curieuse sur une série de braquages de banques, mais où rien n'est dérobé. Dans cette ville, les innocents, ça n'existe plus. J'ai droit à un coup de fil. En parallèle de cette enquête où il galère un petit peu, il est un petit peu en galère aussi dans sa vie perso. Il est en pleine remise en question sur sa vie, ses sentiments avec sa petite amie. Et au cours de cette enquête, il est amené à faire équipe avec un nouveau flic d'une autre circonscription de Reykjavik qui s'appelle Urdur. Allez, je prends le relais. Petit gars de la ville. Et lui, alors, tout le contraire de Boussy, il est super stylé, super classe, super friqué, super à l'aise avec lui-même et l'image qu'il renvoie de lui. Donc forcément, cette rencontre et ce duo va faire des étincelles. Urdur Bess, le célibataire le plus convoité d'Islande, se définit lui-même comme pansexuel. Peu importe le sexe. C'est l'âme qui est sexy. Bon, il me saoule avec ses conneries. Oui, mais alors, parce que moi, là tu parles de cinéma, mais moi, avec le cinéma islandais, je connaissais pas grand-chose, à vrai dire. C'est vrai que l'Islande est plutôt réputée pour la musique. Ah, mais t'as pas vu qui c'était? C'était Raga Gisla, la chanteuse, au bordel. Ah, Björk, si grosse, on peut penser aussi aux Sugar Cubes, mais niveau cinématographique, c'était un peu plus périlleux. Je voudrais ajouter Daddy Frère en musique. Très bien. Qui a participé à l'Eurovision quand même 2 fois. Il y a tout un phénomène quand même autour de l'Eurovision en Islande. D'ailleurs, le réalisateur de Cop Secret a participé à la réalisation du clip de l'Islande dans une des précédentes éditions de l'Eurovision. Mais donc, revenons-en au cinéma, tu as raison. Cop Secret ne serait pas un bon exemple pour expliquer le cinéma islandais parce qu'il sort absolument de toutes les normes de ce qui peut se faire dans ce pays qui est plutôt dans le thriller, dans le polar nordique. Mais une comédie d'action à la Edgar Wright, ça ne s'était encore jamais fait. Moi, j'en étais resté au dernier film qui m'avait pas ébranlé, mais en tout cas que moi j'aime bien les films aquatiques, tu sais. Donc il y a eu un film islandais 2013, il me semble, qui s'appelait Survivre, où c'était l'histoire vraie d'un bateau qui chavire. Et donc ils vont tous périr en mer. Et il y a un survivant qui va nager pendant 6 heures. Ah oui. Pour atteindre les côtes. Je pense que nombre d'entre vous qui nous écoutez avaient peut-être entendu parler de cette histoire, mais elle est restée incroyable. Et voilà, en tout cas, pour parler du cinéma islandais. Et ce même réalisateur avait fait 101 Reykjavik. D'accord. Avec Victoria Abril. Très bien. Et donc en 2013, il n'y a pas eu que Survivre, il y a eu également Metalhead, un film assez incroyable sur le black metal, le métal, que je vous convie à découvrir le plus vite possible, si vous ne l'avez pas vu. En fait, c'est une parodie des Fast and Furious, des Die Hard. Ça joue vraiment là-dessus, à fond. Les références à Michael Bay avec les plans sur le panneau de la ville, les mouvements au ralenti et tout, c'est complètement inspiré de ça. On n'est pas dans « Y a-t-il un flic pour sauver le monde, la reine ou autre ?» On s'appuie sur les références, on en rit, mais on ne s'en moque pas. Non, jamais. Cop Secret est sorti la même année que le dernier James Bond en Islande, et figure-toi qu'il a fait plus d'entrées. Super, ça fait plaisir. Non, mais pour te dire un peu l'événement national, et toute l'équipe du film ne s'attendait pas du tout à l'ampleur internationale que ça pourrait prendre avec toutes ces nominations et ces prix en festival. Eyik, qui joue Urdur, a reçu le prix du meilleur acteur et le film a été nommé à l'European Movie Awards pour la meilleure comédie. Mais c'est vrai, ça s'inscrit du coup pas mal dans le nombre de films qui sont menés par des duos. Quand ça fonctionne, c'est épatant. Oui, voilà, on reprend les ingrédients du buddy movie à fond. Hannes, le réalisateur, a absolument voulu que ce film soit une comédie d'action avec un super rythme et que ce soit fun et qu'on s'amuse et surtout que ce soit décomplexé parce que sous ces airs de comédie d'action musclée, oui. On aborde quand même des sujets un petit peu plus sérieux. Ah bon ?
comme la quête de l'identité, le handicap et le football féminin. Car Le réalisateur est footballeur. Car oui, en Islande, on a 2 métiers. Il s'appelle Hannes. Alors, je ne dirai jamais les noms de famille, parce que je ne veux pas les écorcher. Eh ben, Hannes, il est réalisateur footballeur. Il est gardien de but et il est surtout connu pour avoir arrêté un penalty de Lionel Messi pendant une grande compétition internationale. Ça va rester dans l'histoire. C'est le seul réalisateur qui a arrêté un penalty de Messi. J'en connais pas d'autres. Non, c'est vrai. Même si mes connaissances en la matière ne sont pas forcément les meilleures. Je m'aperçois d'ailleurs que je dis beaucoup le mot « forcément ». Et donc je tâcherai de faire attention les prochaines fois. C'est bien de te remettre en question. Il faut toujours... Oui, c'est une remise en question perpétuelle. Pour aller de l'avant. Ah, putain. C'était le moment de la pause, c'était écrit. Eh ben, mon pote, t'es perdu? Je suis pas ton pote. C'est vrai. Mais t'es quand même dans ma juridiction. Au casting, donc on a notre trio en fait. Donc on a le duo Boussy-Ordour et le partenaire de Boussy. Boussy! Oh putain, c'est pas vrai. C'est des personnalités télévisuelles, radiophoniques ou Ordour qui est aussi prof de fitness. Mais ils sont entourés par des acteurs professionnels et plus chevronnés et reconnus à l'international. Sais-tu ce qui arrive à un tatou albanais lorsqu'il passe plus de 6 jours sous l'eau? Salut. L'acteur qui interprète le grand méchant du film, Ricky Ferrari, est très connu. Il a notamment joué dans la mini-série Meurtre au pied du volcan, qui est arrivée jusqu'à nous et qui est formidable. On l'a vu aussi plus récemment au cinéma dans Lemb, avec Noomi Rapace. Et pour les abonnés, on peut le voir dans quelques épisodes de The Witcher. La chef du commissariat, elle aussi est plutôt connue. C'est une comédienne chevronnée. C'est une comédienne chevronnée très connue en Islande et d'ailleurs elle travaille depuis le tournage avec Audi, donc qui joue Boussy, à un nouveau scénario pour une mini-série. Alors Patrice, sais-tu que l'origine de Cop Secret est complètement folle? En fait, l'acteur qui joue Boussy n'est pas acteur à la base, c'est un animateur de show télé et un animateur radio. Et son show télé, en fait, ça se rapproche un peu de Jackass aux États-Unis, c'est-à-dire que le public lui envoyait des défis, tous plus idiots les uns que les autres, à relever, et il le faisait. Et l'un des défis était de créer une fausse bande-annonce. La bande-annonce a fait un tel carton sur Internet et les réseaux sociaux en Islande, c'était il y a plus de 10 ans que ça s'est fait. Ça a été le premier buzz en Islande sur Internet. Et suite à ce succès incroyable, on a réclamé le film. Donc c'est quand même la première fois de l'histoire que la bande-annonce est faite avant le film. Mais j'ai une question. Verrons-nous cette bande-annonce? Oh, mais j'aime beaucoup cette question, Patrice, je te remercie. En effet, la fausse bande-annonce fera partie des innombrables bonus qui se trouveront sur notre édition. Parce que nous avons pu rencontrer le réalisateur et les acteurs, Oui. et ils n'ont pas été avares en termes de documentation et de bonus. Ils nous ont fourni plein de trucs. Alors on a fait des entretiens Zoom avec eux. Et oui, en effet, le réalisateur nous a fourni plein de snapshots du film. Donc vous retrouvez un petit montage des behind the scenes, comment ils ont travaillé avec un champion de MMA sur les cascades, comment ils ont filmé avec un drone. Et aussi un petit trailer qui montre la vie du réalisateur footballeur qui menait de front les deux activités pendant le tournage. Et bien sûr, comme vous l'attendez tous, il y aura le penalty arrêté contre Lionel Messi. Il y a Robert Ospian qui a fait un bouquin sur Michael Bay qui est super récemment, qui intervient aussi pour présenter le film et le recontextualiser dans ce genre de film d'action. Donc une édition assez riche, Oui. Un combo DVD Blu-ray, blindé de bonus comme on les aime.